Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour, je suis Lenny Kessler, l'un des hôtes du podcast Exchange de CFA Society France. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélène Le Traîneau. Ingénieure de formation, Hélène a travaillé à la fois côté corporate et dans la finance, et aujourd'hui présidente de la Heart Leadership University. Bonjour Hélène. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à toi d'être là. Alors bon, je t'ai présenté avec une légère ellipse, je crois, de quelques années. Peut-être que tu veux combler un petit peu le parcours. Avec plaisir. Alors, si je raconte mon parcours professionnel rapidement, c'est aussi comme un prétexte, en fait, pour expliquer ce qui fait qu'en tant qu'ingénieur au départ, je me suis intéressée de plus en plus à la question des systèmes comptables et des référentiels comptables. Donc, je vais raconter un petit peu ces aventures. Après mes études, donc après un diplôme d'ingénieur en 2001, sachant que la science de l'ingénieur, c'est très souvent de regarder des systèmes complexes, mais de les regarder de manière un petit peu froide. Finalement, ce qui m'avait passionné le plus pendant mes études, c'était deux choses. C'était la sociologie, parce que finalement, l'économie n'est faite que d'humains, et la langue chinoise, le mandarin. Ce qui fait qu'après mes études, je suis partie travailler tout d'abord en Chine, dans une entreprise de marketing numérique pour acheter de la donnée et vendre le maximum d'objets de consommation à des Chinois à pouvoir d'achat croissant. Expérience très formatrice et en même temps qui donne un peu le tournis sur le gigantisme de notre économie de consommation au XXe siècle, puisqu'on était encore au tournant du XXe siècle. Et je me suis dit, si tout le monde poursuit dans cette direction de surenchère à toujours plus, peut-être que ça n'est vraiment pas viable et il serait temps, en tant qu'ingénieur en tout cas, de me tourner vers les énergies renouvelables, par exemple, pour contribuer à la transition énergétique. Je suis revenue en Europe. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur pétrolier chez Shell dans une raffinerie pour optimiser, augmenter les rendements de bitume et travailler sur ce qu'on appelle l'économie du raffinage. Donc, grosso modo, modéliser une raffinerie, augmenter les rendements, acheter des pétroles bruts moins chers, discuter avec mes collègues traders à Londres pour acheter, là encore, les pétroles bruts à la fois les moins chers et aussi les moins qualitatifs. Et puis, c'est le moment où je me suis dit, en tant qu'ingénieur, il me manque une carte pour comprendre le monde dans lequel on vit, et notamment la carte de la finance. Je me suis formée en finance corporate et ça m'a amené à aller travailler dans des grandes banques françaises, dans les directions financières, juste avant la crise financière de 2007-2008, et à découvrir finalement les marchés obligataires américains et toutes les émissions de produits toxiques qui ont pu avoir lieu sur ces marchés. Et face à cette partie de la réalité du monde de la finance, sans en faire une généralité, je suis revenue, là encore, à des amours d'ingénieur, qui est de dire... la matérialité, la réalité de notre économie, elle est faite de flux de matière et de ressources et de flux d'énergie qui alimentent notre économie et qui, en aval, génèrent ce qu'on appelle des externalités négatives. Par exemple, des émissions de gaz à effet de serre. C'est le moment où j'ai rencontré Jean-Marc Jancovici, désormais bien célèbre, sur les enjeux de transition énergétique et climatique. Et pendant 6 ans, j'ai dirigé des missions de conseil auprès des grandes entreprises du CAC 40. Et là, à nouveau, la question de la finance puis de la comptabilité s'est imposée à moi comme une évidence qui est: peut-on faire la transition énergétique dans une très grande entreprise cotée en bourse où la performance financière de court terme est l'attendu principal? La réponse est assez clairement, assez rapidement non, c'est-à-dire que même quand on comprend les enjeux, même quand on propose des plans de transition, souvent les retours sur investissement sont assez longs et donc les décisions ambitieuses ou courageuses de transition ne sont pas prises. Et donc face à cette impasse à la fois financière et de modalités de gouvernance d'entreprise, je suis allée travailler ensuite dans l'économie sociale et solidaire, qui est vraiment un tout autre univers, pendant 4 ans dans le groupe SOS, où j'ai créé et dirigé un secteur dédié à la transition écologique. Et en particulier à la transition de l'agriculture, depuis l'agriculture conventionnelle, avec un fort apport de chimie, vers une agriculture agroécologique. Et c'est là que un de mes anciens associés dirigeants du cabinet Carbone 4, qui s'appelle Alain Grandjean, m'a dit: Hélène, tu devrais t'intéresser de beaucoup plus près à ce qu'on appelle la comptabilité en triple capital, dont je n'avais jamais entendu parler, puisque la comptabilité, on a tous appris à peu près la même en général, comptabilité en partie double, les normes IFRS, etc. Et pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit ça parce qu'en fait, si on veut
pouvoir rendre viable, robuste et démontrer la performance globale, par exemple, d'une ferme agroécologique par rapport à une ferme conventionnelle, il faut avoir les bonnes paires de lunettes, il faut avoir le bon référentiel comptable, une comptabilité dite en triple capital, capital financier, naturel et humain. Et c'est le moment du coup où j'ai commencé à rencontrer, à chercher des experts, des chercheurs, des sachants, des praticiens de ces nouvelles comptabilités pour constater que c'était une matière existante depuis, on va dire, les années 90 à peu près, au stade de la recherche, mais assez peu déployée. Et donc, on a fait une première expérimentation pilote de comptabilité en triple capital sur des fermes agroécologiques, sur 3 fermes d'avenir, qu'on a publiées, diffusées à l'époque, en faisant travailler des comptables, mais aussi des experts dans les questions environnementales, en économie de l'environnement et sur le plan social et humain. Et tout ça, finalement, était à la fois très satisfaisant d'expérimenter des nouveaux outils, mais pas à la hauteur des enjeux, puisque si on veut changer d'échelle et aller vers une économie réellement viable, écologiquement, humainement, il faudrait que ce type de modèle soit majoritaire et dominant. C'est là que donc, ma route a croisé une personne fantastique, dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle Delphine Gibassier, qui est une chercheuse sur la comptabilité en performance globale et qui, à l'époque, avait travaillé déjà activement sur la comptabilité CO2, comptabilité physique des émissions de gaz à effet de serre dans le groupe Danone, puis qui a monté une chaire, la chaire performance globale de Audencia. Donc j'arrive à peu près au bout de ce récit, c'est un récit un peu à la quête du Graal qui est mais où sont les outils comptables pour une économie vraiment viable ? Donc aujourd'hui, effectivement, après ces années d'expérimentation de la comptabilité en triple capital, aujourd'hui, donc, je dirige un fonds de dotation actionnaire et je préside une université pour dirigeants. Et parmi les outils clés, là encore, pour développer une économie, et on va y revenir, qu'est-ce que c'est qu'une économie qui prend soin et qui est viable et durable ? La comptabilité, ou en tout cas une évolution des référentiels de comptabilité et de l'usage qu'on en fait, elle est fondamentale. Merci. Alors, c'est effectivement un parcours riche et qui nous amène directement au cœur du sujet. Alors, j'ai presque d'abord une première question, peut-être de définir ce qu'on entend par une performance globale. Et ensuite, une deuxième question un peu plus naïve, c'est qu'on parle aujourd'hui de CSRD, etc. Donc, est-ce que ce n'est pas déjà là ? Merci pour ces 2 bonnes questions. Alors, sur la question de qu'est-ce que c'est que la performance globale et pour qui, en fait ? C'est-à-dire, qui définit qu'est-ce que c'est qu'être performant pour une entreprise ou qu'est-ce que c'est qu'être performant financièrement ? Et à quel horizon temporel ? Si je reprends un peu le fil, là encore, de l'entreprise comme une organisation humaine, une organisation juridique qui vise à fournir des produits et des services, mais si on regarde comment elle est décrite dans le droit en tant que société de capitaux, article 1832 du Code civil en France notamment, elle est constituée par l'apport de capital de 2 ou plusieurs associés dans le but d'en tirer profit. Bon. Cette définition de la société de capitaux en soi est un acte fort et absolument pas neutre sur qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise. En tout cas, vu de ses fondateurs et vu de ceux qui ont apporté le capital de départ, on entend d'en tirer du profit. Il n'a jamais été écrit dans ce droit du 19e siècle ou dans notre droit contemporain que l'entreprise visait à faire ceci et en même temps à préserver le capital naturel et le capital humain. Et en même temps à inscrire l'économie dans ce qu'on appelle l'économie du do-not. Donc l'économie du do-not, c'est le cadre conceptuel qui a été porté par l'économiste anglaise Kate Raworth, qui est un espace sûr, viable et vivable pour l'humanité. C'est-à-dire que notre économie vise à assurer les besoins fondamentaux pour tous, ce qu'on appelle les fondations sociales, l'alimentation, un toit sur la tête, la santé, la justice, sans dépasser les limites planétaires. Alors, les limites planétaires sont issues des travaux de recherche, notamment du Stockholm Resilience Center. Il y en a 9 des limites planétaires. Le changement climatique et les conditions de relative stabilité du système climatique. Les systèmes d'azote et phosphore, dont on parle absolument jamais, c'est-à-dire l'équilibre des minéraux dans les rivières ou dans les sols. Les usages des sols, les pollutions chimiques dispersées dans l'environnement, le niveau de biodiversité ou le taux d'extinction de la biodiversité, bref, il y en a 9. Or, au 19e et au 21e siècle, on a accéléré une économie qui non seulement fonctionne très largement avec des énergies fossiles et des métaux non renouvelables, mais en plus a des impacts en aval
qui nous mettent très largement au-delà de ces limites planétaires. Donc, si on regarde l'état de la science physique et de la biologie, elle nous dit « ceci amène notre économie dans une direction pas viable ». Or, pour l'instant, on nous dit pour autant qu'on a l'impression que certaines entreprises performent. Oui, mais elles performent comment? Et donc, quelles sont les boussoles comptables qui nous disent qu'elles performent? Elles performent parce qu'aujourd'hui, en comptabilité, on trace le capital financier, à l'actif, au passif, et puis on regarde le compte de résultat et on voit si on génère un résultat et si on peut servir des dividendes. Eh bien, certains comptables, notamment Jacques Richard, professeur émérite de Paris-Dauphine, explique très bien dans une vidéo que je vous recommande, Le Tribunal pour les générations futures, qu'en réalité, ces référentiels comptables-là, du passé, du XXe siècle notamment, font qu'on sert des dividendes fictifs. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on a créé de la richesse et qu'on va servir des dividendes, alors qu'on a très largement ponctionné, réduit le bon état du capital naturel et du capital humain. Dans une économie à minima extractive, voire prédatrice. Donc, l'inversion de pensée que ces chercheurs proposent, c'est de dire qu'une économie vraiment performante, c'est celle qui va être viable et durable, c'est celle qui apporte de la prospérité et du bien-être à tous, sans réduire le potentiel des générations futures à vivre correctement sur cette planète, et c'est celle donc qui prend soin du vivant. Sauf que, et c'est là qu'on va rentrer dans la mécanique comptable, la mécanique comptable du XXe siècle ou du XXIe siècle, elle a trouvé ses balbutiements d'abord au XVIe et XVIIe siècle avec l'invention de la comptabilité en partie double par notamment les marchands italiens pour faire commerce en Méditerranée. Et donc la fabrication de ces normes et de ces référentiels a évolué au fil de l'évolution de l'économie elle-même. Après, quand on arrive au XIXe siècle et au XXe siècle, on est plutôt dans la comptabilité au coût historique. Et comme vous le savez, après au XXe siècle, où on est rentré dans une ère des marchés financiers beaucoup plus ouverts et beaucoup plus rapides, on est rentré dans la comptabilité en fair value, en juste valeur. Et puis, on a vu le développement des normes IFRS qui sont établies et qui sont portées par l'IASB, International Accounting Standard Boards, dont il faut bien dire que la gouvernance pose question, puisque l'IASB n'est pas une représentation démocratique des États de cette planète. Donc, c'est plutôt un organisme expert qui vise à produire des normes qui, en théorie, informent correctement les marchés financiers au moins. Mais il n'a jamais été dit que ces normes donnent une juste lecture de la performance globale de notre économie, puisqu'elles ont été pensées d'abord pour rendre compte à une des parties prenantes, les actionnaires ou les investisseurs. Et donc, c'est cette machine à fabriquer les normes qui est problématique, puisque jusqu'ici, en tout cas, cette machine à fabriquer les normes n'a pas intégré l'idée que la Terre est ronde. C'est ce que Jacques Richard appelle la révolution copernicienne. Pour l'instant, les normes comptables nous disent la Terre est plate, il n'y a pas de problème de ressources, il n'y a pas de problème d'input, on va pouvoir continuer à produire et donc on n'a pas besoin de regarder la quantité ou l'état du capital naturel dont on dépend. Voilà. Alors, autant on peut l'argumenter à l'échelle d'un agent microéconomique, une entreprise elle-même, certes, elle en aura peut-être assez pour elle-même, mais collectivement, ça ne tient pas debout. On s'entend bien que si tout le monde était dans la même logique de prédation de toutes les ressources, assez rapidement, il n'y en aurait plus. Bon. Et donc, cette impensée de la comptabilité, puisqu'elle s'est arrêtée à la fois à la question de l'actionnaire ou de l'apporteur de capital et à la question du périmètre de responsabilité juridique directe, fait que la philosophie sous-jacente au développement des normes comptables des 50 dernières années a été celle de l'actionnariat, principalement. Et donc, y compris dans les nouveaux courants de comptabilité sociale et environnementale, beaucoup d'entre eux vont chercher à exprimer, par exemple, des méthodes assez connues de triple bottom line, donc le résultat financier, le résultat écologique ou le résultat humain, ou même des méthodes de valorisation du capital naturel et humain d'une entreprise comme un asset. C'est une approche de la question qui est excessivement anglo-saxonne et même, disons-le, plutôt américaine, dans une pensée, dans une culture dite sans limite. Ça va avec l'idée qu'il n'est pas nécessaire de se soucier des limites physiques à la croissance et il n'est pas nécessaire de se soucier de la préservation du capital naturel dont on dépend. Alors qu'en même temps, en Europe, depuis les années 90, on a vu fleurir des développements méthodologiques et des développements de référentiels comptables très différents par principe, vraiment avec des racines de pensée différentes. Alors, je vais commencer par le début, par les travaux de Schaltegger, un Allemand, qui, dans les années 90, a été un des premiers à
proposer des comptabilités en flux physique et en flux financier. Donc la question n'est pas nouvelle, de dire quels sont les inputs et les outputs physiques d'une entreprise, en même temps qu'on va aussi regarder ce qui rentre et ce qui sort financièrement. Il a beaucoup fait avancer l'état de la science sur ces questions comptables théoriques de comptabilité socio-environnementale. Mais néanmoins, on n'était toujours pas dans l'idée de la préservation du capital dont on dépend. Cette rupture conceptuelle, donc, elle est arrivée principalement avec Jacques Richard, avec la méthode CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, qui est une méthode très rupturiste puisqu'elle est dite comptabilité en triple dépréciation. C'est-à-dire qu'on considère que les trois capitaux, capital, financier, naturel et humain, ne sont pas des actifs à valoriser. On considère ces capitaux comme une dette et que donc le dirigeant d'entreprise et ses actionnaires ont la responsabilité de ne pas creuser le passif environnemental. Ils ont la responsabilité de réinvestir chaque année autant et suffisamment pour maintenir ces trois capitaux à un niveau souhaitable, viable et désirable. Alors on pourrait se dire, c'est quand même assez osé. Ça l'est, ça l'est. Et il faut voir ça dans un premier temps, je pense, comme une rupture de pensée qui correspond là encore à la Terre est ronde, elle a des limites physiques et la Terre n'est pas plate. Ce qui devrait pour autant être plus facile pour des comptables qui sont capables de raisonner en stock et en flux, alors que les économistes, eux, raisonnent beaucoup en flux. C'est-à-dire un économiste va raisonner en flux de PIB, en croissance de PIB, et va être assez généralement incapable de penser en stock. Le comptable, justement, a cette habitude du bilan, du stock. Sauf que le comptable, outillé par les normes IFRS, voit ses capitaux comme un actif, et non pas comme une dette. Voilà. Donc voilà, donc sur ce point fondamental, ce qui fait que beaucoup d'entreprises modernes, si ce n'est pas la totalité, aujourd'hui servent des dividendes fictifs, puisqu'en réalité, elles détruisent les capitaux naturels et humains, dont la survie de l'humanité dépend. Alors, je suis un peu néophyte sur ces domaines-là, mais je vais quand même essayer de reformuler pour m'assurer, que j'ai bien compris, et peut-être pour clarifier pour ceux qui ont, comme moi, des notions comptables plus limitées, et bien que je sois économiste à la base. Je me suis intéressé pas mal à la systémie de Meadows, etc. Donc là, on est bien en train de dire qu'on a des systèmes classiques qui ne regardent que la partie flux sans regarder la partie stock. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il nous faut une comptabilité qui mesure le stock et qui s'assure que le stock soit rempli à chaque moment. Et que c'est précisément la responsabilité d'un dirigeant d'entreprise responsable que de s'assurer que l'entreprise qu'il fait fonctionner préserve les capitaux dont nous dépendons. Voilà. Et que sa responsabilité n'est pas seulement de générer du profit ou du rendement pour un actionnaire. Voilà. Donc après, combiner les deux, on est d'accord que c'est dans la réalité que se cache la complexité. Pour combiner les deux et essayer d'amener une transition de l'économie vers des modèles plus viables, c'est là que c'est intéressant donc de se référer donc à cet ouvrage pratique qui vient de sortir, donc ouvrage de Delphine Gibassier, La comptabilité multicapitaux aux presses des mines. Donc dans cet ouvrage, Delphine détaille un modèle qui s'appelle un modèle comptable LIFTS, qui vise du coup à outiller les directions financières et les directions comptables pour pouvoir réellement savoir sur quelle trajectoire on est. Est-ce qu'on est en train d'assurer les fondations sociales et est-ce qu'on préserve suffisamment les capitaux naturels, par exemple. Donc ça suppose une comptabilité en flux physique, beaucoup, qui parfois peut être monétarisée sans que ce soit sa finalité. Et là encore, c'est un changement de paradigme complet dans les professions du chiffre, parce qu'on pourra dire, si on peut tout monétariser et en faire un instrument de transaction, si on peut valoriser les externalités positives ou négatives, très bien, on va accélérer cette transition. Oui, mais non. Parce qu'au fond, notre vie réelle, on va parler de double matérialité et puis de CSRD après, mais la matérialité, c'est quoi? Moi qui suis ingénieur, pour le coup, je ne peux pas penser le monde sans penser les lois de la physique et de la biologie. On ne produit rien sans rien, si je le dis autrement. Donc, il me paraît évident que la matérialité physique passe avant la matérialité financière et que ça devrait être un principe de base, c'est-à-dire que on ne produira rien sans rien. Bon, mais j'insiste parce que c'est tellement pas habituel de le dire comme ça. On va dire oui, mais puisque la matérialité financière n'est pas là, que on n'est pas taxé sur ces émissions ou qu'on n'aura pas d'amende pour telle pollution, on n'a pas besoin de le prendre en compte. À court terme, on n'a pas besoin de le prendre en compte. Mais humainement, philosophiquement et biologiquement, on a besoin de le prendre en compte. Donc, c'est pourquoi la comptabilité, là encore, des siècles écoulés, a essentiellement été une comptabilité pour le commerce d'abord, puis pour l'actionnariat d'autre part.
elle s'est complètement affranchie de la matérialité physique avec un retour de bâton qui probablement va être aussi brutal que ne l'a été ce décrochage. Voilà. Donc Delphine a théorisé puis expérimenté sur plusieurs entreprises ces méthodes de comptabilité en flux physique et cette façon de considérer les capitaux comme une dette avec la nécessité de budgéter les investissements pour maintenir ces capitaux à un niveau suffisant. Alors, ça m'amène à la question suivante, le fait que ça a été déjà testé, puisque j'allais te demander comment est-ce que les financiers et les dirigeants d'entreprise, puisque les deux font finalement des deux côtés de la pièce ou du bilan, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer cette nouvelle façon de penser alors qu'ils sont quand même pris dans une roue qui... Alors, on est pris dans déjà des normes qui sont obligatoires. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas le choix, on est obligé de sortir ses états financiers avec les normes du moment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces approches comptables ne sont possibles que sur la base d'un volontariat, d'une démarche pilote qui est de dire si moi, dirigeant, ou moi, fonds à impact, je souhaite réellement soutenir des modèles économiques viables et durables avec une contribution positive au bien commun, à ce moment-là, je vais en plus m'outiller de ces comptabilités en flux physique, parce que c'est elles qui vont me donner la vraie boussole. C'est elles qui vont me donner le là, qui est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Donc, à très court terme, j'ai envie de dire même à horizon de 5 ou 10 ans, il est tout à fait probable ou quasi certain que les normes en place, que ce soit les IFRS, que ce soit via SASB, que ce soit EFRAG ou que ce soit CSRD ou toutes les autres, ne commenceront à prendre les limites physiques qu'à la marge. Et que donc là encore, il est de la responsabilité ou de l'intérêt de certains acteurs qui voudraient se différencier, par exemple dans les entreprises sur lesquelles Delphine Gibassi a travaillé. Il y avait une entreprise dans le domaine de l'économie circulaire, ou ce que je citais tout à l'heure sur des fermes agroécologiques. Ça fait pleinement sens pour elles de compter réellement la réalité matérielle de leur modèle économique et de pouvoir en faire un instrument de dialogue avec justement des investisseurs, des actionnaires ou une banque. Donc à ce stade, ces pionniers de l'expérimentation comptable sont une minorité, disons-le, mais ils ont le mérite d'exister. Donc je pourrais vous citer par exemple Michel Meunier qui a une PME entreprise à mission dans la serrurerie-menuiserie dans l'Oise. Lui a expérimenté la compta universelle du cabinet de Saint-Front, c'est assez génial aussi. Heureusement qu'il le fait parce que ça lui permet d'avoir des éléments de dialogue avec ses donneurs d'ordre, des bailleurs sociaux qui lui achètent ses prestations de menuiserie, par exemple sur favoriser le réemploi dans les matériaux de construction. Donc ça donne là encore la vraie boussole, le vrai là du modèle économique qui est son affaire. Après, je pense aussi qu'avant même de mettre en œuvre ces nouveaux outils, il y a une phase de découverte, puis une phase de formation qui est indispensable, puisque toutes les professions du chiffre, experts comptables, directeurs financiers et autres, n'ont pas étudié ces méthodes quand ils étaient étudiants, sauf exception puisqu'elles sont assez récentes, elles datent du tournant des années 2000. Donc il y a un besoin de rafraîchir ses connaissances sur ces référentiels avant même de savoir si on peut les mettre en œuvre. Et le deuxième, c'est que j'ai toujours pensé que le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que dans certains cas, le sujet n'est pas de réformer intégralement toute la machinerie comptable d'une organisation, mais peut-être de choisir les 3 ou les 4 ou les 5 indicateurs clés essentiels, indispensables pour une vraie redirection écologique. Alors, pour dire peut-être 2 ou 3 points un peu encourageants sur la CSRD toutefois, c'est que notamment le montant des ce qu'on appelle les CAPEX verts, c'est-à-dire les montants d'investissement verts ou verdissants, dédiés à l'investissement en capital naturel ou à la transition écologique de ces activités, sont assez significatifs de l'effort mis par l'entreprise pour faire cette transition. Par exemple, le pourcentage de CAPEX vert sur les CAPEX totaux est un indicateur clé, puisque pas de bras, pas de chocolat. Enfin, en tout cas, si on ne met pas d'argent sur ces sujets, il ne va rien se passer. C'est assez clair. Le deuxième indicateur intéressant, c'est celui des rémunérations variables indexées sur la performance écologique du produit ou service vendu. Si je le dis autrement, que les bonus ou les primes soient partiellement indexés sur ce qu'on vend. Donc si on vend plus vert ou écologique, voilà, on a plus de bonus. Donc c'est une incitation à déporter la répartition du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Donc après, donc, il peut y avoir un intérêt dans une phase de transition à sélectionner ces 2 ou 3 leviers-là pour les mettre en œuvre, quoi qu'il arrive dans la budgétisation, dans les critères RH, sans déployer complètement une nouvelle artillerie comptable qui, bien entendu, a un coût et demande, là encore, une formation spécifique. Sur le sujet de la formation, Delphine a été la première, à ma connaissance, à monter un MBA spécifique pour directeur financier,
mais pour le coup, un MBA Chief Value Officer, comment le CFO d'hier va devenir le Chief Value Officer demain sur une création de valeur durable. Et on pourrait dire, en fait, on n'y croit pas, tant que les entreprises arrivent à générer des profits, tout va bien. Mais quand même, si on lit à la fois les travaux scientifiques et les travaux prospectifs, par exemple les travaux de Futurible, qui est un des gros cabinets de prospectifs français, on est en droit de penser que l'économie mondiale va être très largement secouée par des crises sur les prix des matières premières et des énergies, par des effondrements au moins locaux de pouvoir d'achat, et que donc, d'un point de vue systémique, beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs vont devoir s'adapter à faire mieux avec moins. Moi, j'ai cette conviction depuis de nombreuses années, c'est qu'il est urgent de transformer les modèles d'affaires pour faire mieux avec moins. Et que plus on va avancer, plus ça va être coûteux de le faire, on a intérêt à anticiper. Donc c'est pour ça que pour moi, un directeur financier un peu inspiré ou un investisseur dans un fonds à impact a intérêt à regarder de très très près la nature de l'équation de production d'une entreprise. Alors, si je le fais très court, la production, elle est fonction du capital et du travail, nous a-t-on dit. Mais non, la production, elle est fonction du capital, du travail et des ressources. Un tracteur sans carburant, ça roule pas. Et donc, savoir comment telle entreprise dans tel secteur peut produire et mettre sur le marché un objet et avec quelle intensité de ressources, renouvelables ou non renouvelables, énergétiques et matières, est en réalité indispensable pour investir dans des chaînes de valeur viables et durables, à moyen terme. Donc ça n'enlève pas la question du court-termisme de la finance, mais ça apporte une réponse sur des modèles viables. Non, mais ce qui est intéressant quand je t'entends, c'est que tu nous dis, regardez un peu dans les yeux vos dépendances, tant à la nature qu'éventuellement à des savoir-faire humains, tant que vous avez les moyens d'investir pour moins les modérer ou en tout cas sans les gérer. C'est ma conviction et c'est ce à quoi j'aspire depuis tant d'années, c'est d'accompagner et de favoriser une transition en douceur plutôt qu'une rupture ou des réallocations d'actifs extrêmement brutaux ou des plans de licenciement dans certains secteurs qui ne sauront pas prendre le virage. Je pense qu'on ne peut pas ignorer les tensions globales, là encore, qui sont de différents ordres, d'ordre matériel, d'ordre géopolitique, et que pour avoir un socle solide sur les fonctions vitales et les fameuses fondations sociales, se nourrir, se loger, se vêtir, etc., de manière viable, on a là vraiment l'urgence et la nécessité d'investir dans ces métiers qui, en plus, j'ai envie de dire malheureusement aujourd'hui, ne sont pas correctement rémunérés. Si je le dis autrement, souvent, quand on fait les choses de manière écologique, sachant qu'on est dans un marché globalisé ouvert, on va être en concurrence avec des produits faits à bas coût dans des pays où les normes environnementales sont beaucoup moins ambitieuses et ou pas appliquées. Et donc, il va falloir trouver une façon de protéger ces activités quand même ou de rémunérer leurs externalités positives alors même que les caisses des États ne sont pas bien remplies. Et c'est tout le paradoxe, ça ne pourra donc venir que de la volonté de dirigeants, d'investisseurs et de consommateurs de favoriser malgré tout ces modèles-là, alors que justement les conditions de marché ne sont pas vraiment réunies. Alors ça m'amène à la Heart Leadership University, j'ai envie de dire, parce que ce que tu décris demande quand même une implication personnelle de la part des dirigeants, parce que changer, c'est facile pour personne, surtout quand ça va bien, on n'a pas envie de changer. Donc, est-ce que c'est sur ces leviers-là que tu essaies de travailler à la Heart Leadership University? Oui, absolument. Alors, notre université, c'est une association d'intérêt général à caractère éducatif et scientifique qu'on a montée en 2021 pour, avec nos moyens, contribuer à préserver notre humanité face à 3 défis, les effondrements écologiques, l'explosion des inégalités et les dérives de l'intelligence artificielle. Et on s'est dit que face à ces 3 gros défis qui arrivent concomitamment, il y avait besoin d'épauler, d'outiller des dirigeants qui souhaitent passer aux actes. Ceux qui ne souhaitent pas, par facilité ou par aveuglement, on peut difficilement les pousser à l'action. Moi, je pense toujours qu'on ne convainc personne. On peut donner envie, on peut outiller, on peut accompagner, mais chacun, finalement, construit ses actions par rapport à qui il est, par rapport à son système de valeurs, par rapport à la façon dont il voit le monde, par rapport à la façon dont il veut agir dans le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui voudraient agir, pour forger une économie contributive et là encore durable, il nous est apparu qu'on manquait de beaucoup de boîtes à outils et d'accompagnement. Donc, on a créé un parcours pour dirigeants qui s'appelle Du cœur aux actes, dans lequel la force intérieure du dirigeant est un des ingrédients clés, au-delà des outils. Donc pour moi, les comptabilités innovantes sont des outils, mais au fond, qu'est-ce qui motive l'action? Au nom de quoi on agit?
Donc, on les fait beaucoup travailler sur leur niveau d'empathie, sur leur profil intuitif. Est-ce qu'ils ont une intuition prospective ? Donc, est-ce qu'ils arrivent à sentir le monde qui vient ? Une intuition relationnelle avec qui je devrais nouer des nouveaux partenariats ? Et puis, on les fait travailler sur leur courage. On n'est pas tous courageux tout le temps, on s'entend bien. Et donc, souvent, on fait acte de courage quand on défend une cause qui est fondamentale pour nous. Au point que souvent, comme on est tous débordés et pris dans un système, dans une espèce de machine à laver, on va faire acte de courage quand il s'agit pour nous d'une vraie urgence psychique. C'est-à-dire, si je le fais pas, j'endors plus la nuit. Je suis en tel conflit de valeurs que c'est insupportable, donc je vais trouver l'énergie interne pour le faire. Le courage n'est pas non plus la témérité. C'est-à-dire que si on va trop loin là-dedans, eh ben on emmène son entreprise au casse-pipe. Donc, aider les dirigeants à savoir où se niche leur courage, à être pleinement alignés par rapport à leurs valeurs et ensuite à s'outiller pour pouvoir agir, c'est les ingrédients effectivement qu'on a mis dans notre parcours pour dirigeants qui s'adressent donc à des dirigeants de PME à grosses ETI principalement, même si on a aussi des entreprises cotées comme l'Occitane. Donc on a Laurent Marteau, DG de l'Occitane, qui est actuellement dans la promotion 3 de ce parcours, avec là encore plusieurs terrains d'action. Faire évoluer son offre de produits et services, faire évoluer la gouvernance de l'entreprise, faire évoluer les boussoles comptables, faire évoluer les processus éthiques. Alors là, c'est même un gros mot. Éthique des affaires, tout le monde connaît. Éthique du dirigeant, on s'aventure souvent sur un terrain qui est totalement tabou en entreprise, qui est de dire non, mais on va pas se mettre à parler de morale, ou on va pas questionner éthiquement ce qu'on fait. Ben si, en fait, c'est intéressant. Et d'ailleurs, souvent, ça amène à prendre des meilleures décisions que de prendre le temps du discernement éthique. Bon, voilà, donc ça c'est la partie parcours pour dirigeants. Après, on est bien conscient que on n'est pas tous des Jedi, ou on n'est pas tous dans un poste ou une situation où on peut faire une révolution massive dans son entreprise. Et donc, on propose aussi des contenus ouverts, des contenus gratuits, des publications de recherche, des vidéos, des rencontres à thème, pour diffuser, là encore, des nouveaux questionnements et des nouveaux outils un peu plus largement. Merci. Alors là, je crois qu'on pourrait faire tout un autre épisode sur du cœur aux actes. Ça m'amène, en plus de vos contenus et du livre de Delphine Gibassier que tu nous as mentionné, une question un peu traditionnelle de notre podcast. Est-ce que tu aurais des podcasts ou des livres, tu nous en as déjà donné un, mais à nous recommander? Alors, j'ai envie de recommander effectivement une vidéo qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps, une interview croisée entre Philippe Zawati de Mirova, donc un financier qui est un grand avocat de la finance durable depuis de nombreuses années, et Cécile Renoir qui a monté le campus de la transition. Et je pense que ceux qui la regarderont ou l'écouteront trouveront des éléments sur la question du courage. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Effectivement, il va falloir du courage pour changer, pour essayer de trouver la boussole qui va re-remplir tous ces stocks de savoir-faire et surtout de matières naturelles. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur le réseau YouTube, la chaîne de CFA Society France. Merci Hélène. Merci encore. Au revoir. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.